Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, diaspora, grande première, questions aux parlementaires français, initié par la résistance ivoirienne et panafricaine, grand sit-in le mardi 19 avril 2016 devant l'Assemblée nationale française de 14h à 21h. Message du pasteur Pondi, actualité au Congo-Brazzaville, les titres de l'actualité en France, et pour finir, extrait de l'intervention de M. Jean-Michel Vernochet. Commençons tout de suite avec la diaspora. Une grande première, question aux parlementaires français, initiée par la résistance ivoirienne et panafricaine, grand sit-in le mardi 19 avril 2016 devant l'Assemblée nationale française de 14h à 21h. Tout de suite, message du pasteur Pondi sur Afrique Média TV. Le révérend pasteur Paul Pondi qui nous revient ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir Alain Michel Yetna, bonsoir véritablement à toute l'Afrique. Je suis content également de retrouver ce grand plateau de Douala et je salue tous les éminents qui sont en Djamena, je salue tous les panafricanistes. Je vais commencer par dire aux panafricanistes que le combat panafricain, véritablement, c'est pas de la rigolade, c'est d'abord un combat spirituel. Donc j'invite donc par conséquent tous ceux-là qui se réclament du panafricanisme à prendre un temps soit peu, 1 minute chaque jour, quand il y a débat, de prier le Dieu incréé, ceux qui croient en Dieu. Pas les athées, mais j'invite tous ceux qui croient en Dieu, que ce soit n'importe quelle conviction qu'on a, mais si on croit qu'il y a une valeur supérieure, qui est supérieure au mal, qu'il se prête à prier au moins une fois pendant 1 minute, pendant que nous sommes sur les plateaux. Parce que le combat, d'abord, il est spirituel. Et ceux qui appellent au téléphone, je leur demande de prier pendant 3 minutes. Parce qu'ils ne viennent pas seulement nous donner leurs analyses, ils sont à Washington, ils sont partout dans le monde, qu'ils apportent du sérieux au combat, qu'ils prennent le temps sur eux de prier. C'est un combat d'abord, si on n'arrive pas à le vaincre spirituellement, on ne pourra jamais atteindre le résultat physique escompté. Et vous êtes un missionnaire, oui. C'est un secret de polichinelle. Tout à fait. Et moi, je remarque, hein, avec la confession que vous m'avez faite déjà en aparté, que vous êtes désormais coordonnateur Zone Afrique de ce que vous avez appelé MISAF. Oui, vous allez peut-être nous en dire un peu plus. Tout à fait. MISAF, c'est le groupe Missionnaires sans frontières. C'est Missionnaires sans frontières qui est né en 2001 en Centrafrique, à Bangui, effectivement. Et pendant les 3 années de guerre, notre siège social qui était à Bangui a été détruit, détruit complètement. Donc nous invitons, par la même occasion, je salue tous les missionnaires de Dieu de Mission sans frontières qui sont partout dans le monde, éparpillés maintenant. Ceux qui sont à Yaoundé, comme le pasteur Bouba, qui va s'occuper effectivement de la zone Amérique. Il est coordonnateur zone Amérique. Celui qui est au Cameroun, le pasteur Henri Matib, qui va s'occuper de la coordination au niveau du Cameroun. Celui qui est au Congo, le pasteur, comment on appelle, Okito, qui s'occupe de la coordination. Donc j'invite donc tous les missionnaires de la Mission sans frontières de s'arrimer à la nouvelle donne du panafricanisme, parce que les missionnaires sont des panafricanistes. C'est une mission qui est née en Afrique. On a pris sur nous de créer, de ne pas copier seulement ce qui nous vient de l'extérieur. Donc nous invitons par conséquent toutes les bonnes volontés d'Afrique, c'est-à-dire les chefs d'État panafricains, comme Idriss Déby, Ibno, comme celui de la Guinée, ou monsieur, comment il s'appelle encore, monsieur Mbazogo, de nous soutenir pour qu'on reconstruise notre siège social qui était à Bangui. Véritablement, nous invitons également tous les hommes d'affaires épris de paix, de nous soutenir pour que nous fonctionnons à nouveau comme c'était, et même plus encore, parce que la mission sans frontières, c'est dans tout le monde entier. Nous partons de l'Afrique pour véritablement impacter le monde, nous assurer de faire notre travail de Dieu comme cela se doit, être effectivement, avoir des antennes partout dans le monde entier. Et vous voyez, je suis coordonnateur Zone Afrique, donc tout ce qui regarde l'Afrique, c'est à moi qu'on va désormais s'adresser. Donc j'invite ceux-là qui sont
en N'Djamena maintenant, ceux-là qui sont à Bata, à Malabo, et ils peuvent appeler au niveau d'Afrique Média s'ils veulent le contact du révérend Paul Pondy qui est responsable zone Afrique. On va leur donner mon contact ici parce que nous allons effectuer des missions là-bas pour installer des responsables. Donc c'est un peu ça. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de suivre la situation. Il y a beaucoup de confusion. Ce qui est certain, c'est que au moment où nous parlons, la Cour constitutionnelle est en train de siéger pour valider certainement les faux résultats qui donnent le candidat Denis Sassou Nguesso gagnant à cette dernière élection. Depuis, il y avait déjà de l'électricité dans l'air. Il n'est pas impossible que ce qui se passe soit une manœuvre comme celle qui a été faite pendant le référendum pour instaurer dans ce pays un état de siège et permettre que la Cour constitutionnelle valide des résultats en réalité faux. Ça, c'est, à mon avis, l'explication qui est liée à la crise politique et institutionnelle que le pays a connue depuis le changement de la Constitution et qui se transforme aujourd'hui en une crise électorale et post-électorale. Donc, je n'ai pas la conviction que des gens sont venus d'ailleurs. Je sais simplement que nous nous battons dans ce pays les mains nues pacifiquement pour faire respecter la volonté populaire qui s'est exprimée clairement pendant les élections que M. Denis Sassou Nguesso a perdu. Bon, ce communiqué gouvernemental est une confusion de plus dans les esprits. Nous avons appelé à la désobéissance civile et citoyenne pacifique et nous avons organisé une ville morte qui n'a pas été violente. Je pense que tout le monde a suivi. Elle a réussi à plus de 80%. Nous nous préparions à organiser des marches pacifiques, des meetings, des sittings, même si nos sièges sont encerclés par la légion du déshonneur que constitue la police nationale. Voilà, nous sommes surpris par ce qui vient d'être dit et qui vient de se passer ce matin, qui est simplement une stratégie du pouvoir pour donner l'impression que cette crise est une crise nord-sud, alors qu'il s'agit d'un problème entre ceux qui défendent la démocratie et ceux qui veulent confisquer le pouvoir en volant la victoire du peuple. Voilà le tableau. Nous continuerons, malgré l'état de siège qui ne dit pas son nom, à dire que nous défendrons la victoire de la démocratie de manière pacifique et conformément aux lois de la République. Notre position est celle-là. Nous appelons la communauté internationale à nous réunir autour d'une table pour que nous fassions le point de cette crise qui est à la fois une crise institutionnelle, politique et électorale. C'est une crise, il faut s'asseoir pour dialoguer et tirer les conséquences. Il y a eu une élection, elle a été très mal organisée. Mais malgré cette mauvaise organisation, le peuple a dit son mot. Il faut respecter ce mot et en tirer les conséquences. Celui qui a perdu doit accepter qu'il a perdu. Et puis, nous créons les conditions pour la suite du processus. Mais il n'y a qu'un dialogue qui peut nous amener à cela. La solution militaire, telle qu'on est en train de la fabriquer, elle n'a en réalité pas d'avenir. Ce n'est pas une solution durable. Et ce n'est pas à l'honneur de ce pays. Lorsqu'on sait ce qui s'est passé au Bénin et ailleurs, le même jour que nous, ce n'est pas normal ce qui se passe. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. Chaos logistique, accord difficilement applicable, la reconduction des clandestins de Grèce en Turquie a commencé ce lundi mais se révèle être un véritable casse-tête. Wikileaks met le feu aux poudres, le média lanceur d'alerte accuse le FMI d'attendre le référendum sur le Brexit pour pousser la Grèce vers le défaut de paiement, un délai qui la forcerait à adopter encore plus de mesures d'austérité. Scandale fiscal sans précédent, plus de 11 millions de fichiers ont fuité, 500 banques, 200 pays et 12 chefs d'État sont directement concernés par des comptes offshore.
Et pour finir, intervention de Jean-Michel Vernochet au sujet de la situation en France. Il paraît qu'il y a plus de 100 Molenbeek en France. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que je pense du fait qu'il y aurait plus de 100 Molenbeek en France, que ce n'est pas une nouveauté. On sait qu'il y a des dizaines, des centaines de banlieues chaudes, de zones d'extraterritorialité. On découvre le midi à 17h. Je me demande à quoi ça rime. De toute façon, on est bien dans une situation, un état proprement schizophrénique. D'un côté, on ouvre les frontières à qui veut les passer. Essayez-vous de passer une frontière sans avoir une pièce d'identité. Vous n'y arriverez pas. Mais on ouvre ça au sel de la terre. Et puis, de l'autre côté, donc, on se plaint qu'il y ait aujourd'hui, que se développe une espèce de gangrène sociale. Alors, on parle de la pauvreté, mais enfin, bon, les jeunes gens qui se promènent dans ces zones d'immense pauvreté ont des Nike aux pieds de 200 ou 300 euros. Ils portent tous des marques. Je ne parle pas des dealers, des petits dealers, des grands dealers, qui eux roulent carrosses, enfin les carrosses modernes, des BMW, des Audi, etc. Donc on est dans une société de confusion mentale, ce qu'on peut appeler autrement dit l'hébéphrénie la plus totale. On est dans un système que les anglo-saxons ont bien identifié, ce qu'ils appellent bêtement le double bind, c'est-à-dire de double contrainte. On dit blanc d'un côté, noir de l'autre, et il faudrait tout faire entrer dans le même sac, ce qui conduit à un état de psychose collective permanent. Donc voilà de ce dans quoi nous sommes. Alors, parlons de ce qui s'est passé à Bruxelles. Quelle est ton analyse de ces attentats abominables? Alors, en ce qui concerne Bruxelles, c'est bien simple. Ce qui me surprend, c'est qu'on soit surpris. Il est bien clair qu'il y allait y avoir d'autres attentats. D'ailleurs, M. Erdogan avait annoncé que ce qui s'était passé à Ankara il y a quelques semaines, je crois que c'était le 27 février, pardon si je me trompe, devrait pouvoir se produire prochainement à Bruxelles. Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri, onlardan bir tanesi olan Belçika. Alors, nous n'irons pas jusqu'à dire que M. Erdogan est le promoteur, le commanditaire, l'organisateur de ces attentats, mais on sait, on ne peut pas imaginer autrement que cette guerre que Daesh, l'État islamique, Al-Nusra sont en train de perdre en Syrie, ils vont l'exporter à l'extérieur, que ce soit en Algérie, que ce soit à la frontière libyenne, tunisienne, on l'a vu il y a peu de temps à Ben Gardan, que ce soit il y a eu une attaque aussi d'installations gazières dans le Grand Sud algérien, mais qui en a parlé ici? Là, si on cherche des responsables à la situation présente, il faudra aller les chercher peut-être, mais on va revenir sur cette question, du côté de nos politiques, mais également de notre médiacratie qui par paresse, imbécilité, conformisme, soumission intellectuelle et complicité ne fait pas son travail d'information. Et après ça, on nous parle de démocratie. Si on n'est pas informé, comment voulez-vous être de bons citoyens et donc de bons démocrates? Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.